Justement, on va en parler, Christophe, avec notre invité. Bah oui, Phuc Vinyan Nguyen, chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Dehors, nous a rejoint parce que on va parler de la solidarité européenne, notamment avec aujourd'hui le démarrage de nos exportations de gaz vers nos amis allemands. Est-ce qu'on a les moyens? On voit ce que Laure vient de nous expliquer sur les stocks de gaz, 97% c'est bien, sauf que ça fait qu'un quart de la consommation annuelle. Est-ce qu'on a les moyens d'être généreux avec l'Allemagne aujourd'hui? On a plutôt intérêt à être généreux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Allemagne produit une partie de son électricité à partir de gaz. Et nous, on l'a rappelé avec l'indisponibilité actuelle du parc nucléaire, on aura besoin d'importer cette électricité en hiver, notamment pour se chauffer. Ouais. Donc il y a tout intérêt à pouvoir envoyer du gaz pour qu'ils puissent brûler ce gaz et produire de l'électricité. C'est ça un peu cette solidarité européenne qui va se mettre en place et qui va devoir perdurer au cours de l'hiver, quand les tensions vont potentiellement arriver et quand peut-être l'hiver sera très froid. Est-ce que, par exemple, si l'hiver est très froid, on se réjouit chaque semaine dans le tableau de bord des 97% de remplissage de stock de gaz. Est-ce que ça peut nous éviter, le fait d'avoir rempli à 100% notre stock, des ruptures de gaz cet hiver ou pas? Oui, complètement. C'est un vrai intérêt stratégique que d'avoir ces stockages. Ça va donc permettre de soutirer du gaz de ces derniers. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, à partir d'un certain palier, autour des 40-30%, on pourra moins soutirer de gaz. Donc à ce moment-là, il sera plus difficile de soutirer depuis ces stockages de gaz, et donc on devra en importer encore plus du gaz naturel liquéfié qui sera très cher. Et donc c'est tout l'intérêt de mettre en place des mesures de sobriété énergétique, de changement de comportement pour diminuer la demande en gaz, pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce seuil critique où il faille vraiment arriver à des niveaux de décision qui soient compliqués. Mais on y arrivera entre le gaz norvégien et le GNL américain? On y arrivera cet hiver, vous croyez? Alors, on est vraisemblablement dans la bonne pente parce qu'on a réussi à mettre en place des stockages très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait d'habitude, et en même temps on a réussi à diversifier. C'est-à-dire que là, on s'est passé du gaz russe au niveau européen, on est passé de environ 40% à autour des 8% désormais, mais le principal enjeu, ça va être surtout l'hiver 2023-2024. Comment on va remplir nos stockages de gaz sans gaz russe et quel va être notre point de départ? Si l'hiver est très froid, on partira de très bas, il faudra remplir très tôt, très vite et très cher, et donc dès à présent, des mesures comme on peut l'annoncer les gouvernements européens pour faire en sorte de diminuer la demande en gaz pour être le plus serein possible pour le passage de l'hiver. Alors justement, il faut qu'on parle de ce qui se passe au niveau européen, notamment avec la Norvège. On a l'impression qu'il y a des discussions pour discuter d'avancées futures, mais qui ne se décident de rien. On voit les Norvégiens qui disent « Oui, on est d'accord pour plafonner le prix du gaz un petit peu, mais il n'y a pas de montant. On va bientôt continuer d'autres discussions sur les prix. » Il ne se passe rien concrètement. Non, parce qu'en réalité, c'est très difficile. D'une part, mettre un plafond de manière quasiment unilatérale sur les prix du gaz dans une relation commerciale, sachant qu'on n'en a pas, c'est compliqué. Exactement. Donc il faut ouvrir une concertation avec les amis norvégiens, mais là on se rend bien compte que eux, ils peuvent jouer la montre. En réalité, ils ont réalisé des profits qui sont quand même assez exceptionnels compte tenu de l'envolée des prix du gaz, x10 comparé à l'année dernière. Et donc, ils peuvent se dire, si vous voulez vraiment mettre un prix de plafond trop bas, on va peut-être un peu attendre. Et on va se dire, vous avez des stocks de gaz, on peut voir jusqu'à quand vous pouvez tenir. Donc, c'est vraiment une négociation, on marche sur une ligne de crête. Il faut également comprendre que, par contre, le gaz norvégien ne peut être vendu qu'à nous parce qu'il est vendu par gazoduc et donc il ne peut pas être envoyé aux États-Unis ou en Chine, par exemple. Mais très concrètement, la négociation ne va pas aboutir sur un prix qui sera extrêmement bas, et donc il faut quand même mettre en place des mesures de réduction de la consommation. Il y a beaucoup de communication du coup politique de la part de l'Europe, parce qu'on a parlé de la Norvège, on a parlé aussi des États-Unis. On demande aux États-Unis d'être dans un corridor de prix. Est-ce que c'est pas complètement illusoire dans des marchés mondiaux? Sur un marché comme le gaz naturel liquéfié, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Asie vient, si on n'achète pas assez cher, surenchérir. Et donc, le cargo, au lieu d'aller en Europe, il va aller en Chine, il va aller au Japon, il va aller en Corée du Sud. Et c'est donc là, c'est pour ça qu'Olaf Scholz, le chancelier allemand, parlait également de discours avec la Corée, avec le Japon et la Chine, pour faire en sorte qu'au marché mondial, on essaye de faire redescendre un peu la pression. C'est très compliqué, c'est des négociations internationales, ça prend souvent du temps. C'est une course de vitesse quand même. C'est aussi une course de vitesse. Il faut être très clair là-dessus. Mais l'avantage, et vous le rappeliez, on a rempli nos stockages de gaz. Donc on a une petite marge de sécurité qui nous permet de dire on va pouvoir négocier sur les 2-3 semaines à venir, mais il va falloir quand même aller assez vite pour avoir un accord. Est-ce que, Phuc Vinyan Nguyen, on avance sur l'autre dossier qui est de décorréler les prix de l'électricité en Europe avec ceux du gaz, le coût marginal du gaz? Est-ce qu'on avance sur ce nouveau système de fixation des prix? Alors oui, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis la semaine dernière de manière informelle pour faire avancer les négociations. On attend une décision pour le 20-21 octobre. Au Conseil européen, où la Commission pourrait mettre en avant auparavant des mesures et à tâter le terrain. Et s'est rendu compte que 15 États membres sont en faveur de cette généralisation d'une exception, mais que d'autres États membres, comme l'Allemagne par exemple, ont encore certaines réticences, puisqu'à partir du moment où vous mettez un plafond
sur le prix du gaz, vous n'incitez pas à la réduction de sa consommation. Mais comment ça peut fonctionner? Parce que le marché européen de l'électricité était quand même relativement rationnel, c'est-à-dire que le gaz, c'est souvent la dernière énergie qu'on utilise pour produire de l'électricité en plus. Donc c'était assez logique de corréler au prix du dernier entrant. Par quoi on peut le remplacer? En réalité, ce qui se fait au niveau espagnol à l'heure actuelle, c'est qu'il va y avoir une forme de taxe qui sera imposée donc aux consommateurs et qui va financer en partie cela. Donc ça va permettre une petite diminution du prix, mais les prix vont quand même augmenter. Et donc en réalité, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de solution miracle à court terme. Une forme de lissage en fait. Exactement. Et donc il faut penser ça sur le moyen terme plutôt, et donc avoir des études d'impact et éviter tout effet pervers. Puisqu'il faut le rappeler, la généralisation de ce mécanisme au niveau espagnol a permis plus d'importations d'électricité en France produite à partir de gaz. Donc là, c'est contre-productif. Il faut faire attention vraiment à ces effets négatifs qui peuvent arriver si on n'a pas designé un mécanisme concret. Pendant ce temps-là, la solidarité européenne sur le plan énergétique fonctionne pas toujours au même niveau. C'est-à-dire que l'Allemagne annonce son plan de 200 milliards pour son industrie. Nous, on va leur fournir du gaz. Pendant ce temps-là, on perd tout, nous, tous ceux qui ne sont pas allemands. C'est-à-dire qu'on leur fournit du gaz et eux, ils lancent un plan massif. Alors non, parce que l'Allemagne nous vendra de l'électricité cet hiver. On en a vraisemblablement besoin. Il faut également rappeler que ce plan n'a pas été concerté, donc il n'a pas été annoncé aux partenaires européens, et ça va permettre également de jouer sur la corde sensible au cours des négociations en octobre. C'est-à-dire que l'Allemagne, désormais, a pas un niveau de repentance, mais il doit quand même montrer patte blanche et dire on va aussi jouer sur la solidarité européenne, l'unité, on la maintient. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'industrie allemande s'arrête, de la chimie par exemple, c'est l'industrie européenne qui va suivre. Donc c'est vraiment des négociations très compliquées. Il faut les avoir au niveau européen et ne pas faire cavalier seul, c'est vrai. Juste une question pour terminer sur la philosophie générale. C'est un peu de la folie. Ce qu'on fait en ce moment, on subventionne le gaz, on cherche à faire baisser les prix des entrants. Et on parle de moins en moins de transition avec cette priorité absolue qui est d'avoir des hydrocarbures. Oui, c'est vrai. Au niveau européen, 500 milliards ont été dédiés pour protéger les consommateurs. Milliards. Oui, 500 milliards d'euros, c'est énorme et c'est principalement destiné aux énergies fossiles. Donc très clairement, à côté, on doit mettre en place des mesures, soit d'investissement, soit de prêts, de garanties, mais pour faire en sorte d'accélérer la transition énergétique. Pourquoi? Parce que déployer les énergies renouvelables, ça permet d'éviter de brûler du gaz pour produire de l'électricité. Rénover les bâtiments, ça permet d'éviter d'utiliser du gaz pour se chauffer. Et la sobriété énergétique, ça permet d'éviter d'utiliser du gaz et donc ça permet de le stocker. Ah oui. Merci beaucoup, c'est compliqué. Désespérant, non, pas du tout, c'est compliqué. Tout. Merci beaucoup, Puig Nguyen, chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors.